je recommence, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Donc on va voir maintenant comment on va pouvoir utiliser les tests pour faciliter le travail en autonomie des élèves. Donc je vais vous parler différentes choses, utilisation avec des cas de tests visibles, avec des cas de tests invisibles, éventuellement comment aussi fournir une implantation pour éviter les blocages, voir comment éventuellement utiliser les cas de tests pour évaluer, et puis je parlerai un petit peu de brouillage ou de compilation. Oh, excusez-moi, il faut que je recommence tout. Non, c'est bon. Donc je reviens sur la bonne fenêtre, voilà. Donc les cas de tests visibles. On peut très bien donner aux étudiants qui vont devoir travailler sur un TP, écrire une code, tous les cas de tests qui semblent utiles. Donc c'est ce que j'ai mis avant sur les cas de tests boîte noire ou boîte blanche, qu'on aura conçu au préalable. D'accord. On donne d'emblée l'ensemble des cas de test aux élèves. Et puis, on n'hésite pas éventuellement à donner des cas de test pour les valeurs correctes et les valeurs incorrectes. Et pour les valeurs incorrectes, ça peut revenir à la question posée précédemment, qui était pourquoi pas mettre des cas de test qui vérifient qu'on a bien mis les bons certes où il fallait. D'accord. Et puis, on en profite pour prévoir des cas aux limites, mais également plusieurs cas pour les valeurs standards. Ça peut être pas mal, même si au départ, je disais qu'un seul. D'accord. Alors, José, attention, le Doliprane au-delà de 4 grammes, ça peut être très dangereux. Donc, cas test utile, un petit exemple. Hein. Vous demandez à vos élèves d'implanter une fonction qui calcule le IM terme de la suite de Fibonacci. Et éventuellement, vous avez pu vouloir demander à une implantation qui soit faite en utilisant de la mémorisation ou de manière itérative pour garantir que ça va bien marcher même pour des nombres grands, sans trop diverger. Et donc, pour compléter la remarque de Guillaume, alcool plus paracétamol, c'est très dangereux pour le foie. D'accord. Donc, les cas de test corrects, ça pourrait être, on prévoit un cas de test pour 0, un cas de test pour 1. On est un peu là sur finalement ce qui est les cas limites. Un cas de test pour un naturel petit, 5, 8, voilà. Et un cas de test pour un naturel grand mais pas trop. Genre, vous mettez un truc genre 32, voilà. Vous mettez pas 50 parce que là, ça peut durer des plombes. D'accord. Mais vous mettez un truc 32 et vous vérifiez que vous avez la réponse en moins d'une seconde. Et puis vous pouvez aussi prévoir des cas de test pour les cas incorrects. Donc une valeur négative, un nombre qui ne serait pas un entier, et puis aussi pour quelque chose qui ne serait pas un nombre. D'accord. Une chaîne de caractères par exemple. Donc voilà à quoi pourrait ressembler ici un fichier de test que vous pourriez donner aux élèves. Donc il y a en doctrine ici, sur le module, j'ai mis ce que c'est que la suite de Fibonacci, les premiers termes. Et puis j'ai mis les 4 cas de test que je suggère importants. Donc pour 0, pour 1, pour 8, et puis pour 35, où je vais vérifier que ça s'exécute en un temps raisonnable. D'accord? Et puis, j'ai également des cas de test pour les cas invalides, donc négatif, non entier, et puis pas un nombre. Après, je vais écrire une implantation de Fibonacci, qui est la suivante. Donc, assert type de n égale entier en n supérieur ou égal à 0, pour vérifier que n est bien naturel. Et après, si n est inférieur à 2, je renvoie 1. Sinon, si n vaut 35, je renvoie 14 930 352. Sinon, je renvoie Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. D'accord? Et cette implantation satisfait totalement mes tests. D'accord? Puisque ici, le cas de test 35, j'ai prévu, j'ai une implantation ici qui est récursive
donc qui est catastrophique normalement pour des grands nombres. Hein. Au-delà de 30, ça commence à être mal. Et sur 35, déjà, je mettrais plusieurs secondes. Mais comme j'ai vu les cas de test, ben, j'ai biaisé le truc. J'ai prévu un cas particulier. Et donc ça passe tous les tests. D'accord? Alors, fourberie, oui. Mais ça montre que bah, si vous donnez les cas de test et que vous utilisez ça directement pour évaluer ensuite, ou si les cas de test utilisés pour l'évaluation sont publics, eh bien, vous pouvez avoir des tricheurs. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Ça, c'est en tout cas ce qu'on va obtenir avec des cas de test visibles. On peut aussi, toujours avec des cas de test visibles, réutiliser un petit peu ce qu'on avait vu avec le TDD. Donc, préalablement, vous, en tant qu'enseignant, vous développez vos cas de test comme si on développait en TDD. Et puis, vous allez demander aux élèves de concevoir le code pour répondre aux cas de test un par un dans l'ordre dans lequel ils sont définis dans le fichier test. D'accord? Sachant que PyTest exécute les tests dans l'ordre dans lequel ils sont dans le fichier. Et puis, dans le fichier de test, on va spécifier qu'un test doit être sauté si le précédent n'a pas réussi. D'accord? Ça va permettre à vos élèves de bien faire les tests dans l'ordre. La réussite au test. D'accord? Et ils ne pourront pas tester qu'un truc est correct tant que le test d'avant n'est pas passé. Alors pour ça, eh bien, je vous propose de reprendre le cadre de Fibonacci et dire qu'on doit d'abord vérifier les résultats pour 0, puis 1, puis 2, puis 8. Et donc, on va créer une petite classe marqueur, ici, qui permet juste en fait, d'avoir une méthode suivante pour augmenter le marqueur et un get pour récupérer le marqueur. Et dans mon fichier, mon module marqueur.py ici, je crée une instance de la classe. Et maintenant, voilà ce que je vais faire dans mon fichier de test. Je vais utiliser ici de PyTest une annotation pytest.mark.skipif ici avec le arrobas, avec ici une condition de test entre guillemets, et ici je mets une reason, la raison, donc test précédent pas encore effectué. Donc ce que je fais, c'est que j'importe marqueur, j'importe PyTest. Dans mon premier test, je fais marqueur point suivant. Et après, pour chacun de mes tests, si je l'exécute, je fais, enfin s'il réussit, je fais marqueur point suivant, d'accord. Sinon, je fais un assert false pour dire mon test a raté, et je mets ici une phrase qui explique ce qui a raté. Donc là, par exemple, c'est Fibo 0 incorrect, Fibo 2 incorrect, etc. Et pour chaque test, dans mon skip if ici, je mets marqueur.get inférieur à bien, le test précédent. Enfin, la valeur fixée au test précédent avec un inférieur strict. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le test 1 ne serait exécuté que si marqueur.get est supérieur ou égal à 1, donc il était fixé à 1 en fait par ça. Or au début il était à 0. Donc si ce test-là n'a pas réussi, eh bien ce test-là sera sauté. Du coup, si ce test-là est sauté, bah ça ce ne sera pas fait, donc tous les tests suivants seront sautés de manière finalement en quelque sorte récursive. D'accord? Et donc pour faire un test, ça impose que le test précédent est réussi. Donc il y a un petit peu plus de lourdeur à l'écriture des cas de test, mais ça permet vraiment de fonctionner comme ça. Donc du coup, votre élève, alors pourquoi assert false et pas return false? Parce que je rappelle que PyTest, pour considérer qu'un test a raté, c'est que le test lève une assertion error. C'est pas qu'il renvoie false. Une méthode de test, ça ne renvoie rien. D'accord? Oui, @PyTest est un décorateur. J'ai dit annotation, c'est le terme Java, mais c'est vrai qu'en Python, on appelle ça décorateur. C'est vrai que c'est vraiment une notion de décorateur en Python. Donc là, c'est pour ça, du coup, je force la levée d'une assertion error. Ici, d'accord? Mais comme ici, il faut que je mette un message clair. Voilà, donc du coup, votre élève, il sera obligé de commencer par résoudre Fibo de 0. Et quand Fibo de 0 marchera, alors Fibo de 1 sera exécuté et plantera tant que Fibo de 1 ne marche pas. Alors, ça fait quoi exist first
sur PyTest? Ah oui, c'est vrai que ça éviterait le assert false. Il faut garder le principe des marqueurs suivants, mais c'est c'est aussi dans le rapport de test de ne pas avoir de test, enfin, de tests indiquant en échec sur les tests qui ne correspondent pas du code développé. Ah oui, c'est pas exist, alors c'est exit. Enfin, je suppose. D'accord. Et effectivement, ça éviterait mon else ici assert false. C'est déjà un peu plus simple à écrire. Après, par contre, du coup, il faut bien dire aux étudiants qu'ils doivent lancer PyTest avec le -exit first. D'accord? Et donc voilà ici ce qu'on va avoir cette fois-ci. .fs, ce qui veut dire que mes 3 premiers tests sont passés, mon 4e a échoué, et donc après, les suivants, donc là il n'y en a qu'un seul, ont été sautés. S c'est skip. D'accord? Et donc là, je vois bien que mon problème dans l'exemple là, c'est que Fibo de 3 marchait pas. D'accord? Voilà, donc ça permet vraiment de distinguer ce qui est un test en échec d'un test pas encore exécuté. D'accord? Voilà, donc ça c'est une façon en plus qui leur donne un moyen de progresser, mais il faut bien avoir fait. Alors je dis TDD, mais ça peut être aussi juste pour leur imposer une démarche pour résoudre sans être forcément TDD, mais dire bah voilà pour Fibo, bah, vous commencez déjà par 0, puis ensuite par 1, et puis ensuite par le carré cursif déjà. Et puis dans un troisième temps, vous vous débrouillez pour avoir quelque chose d'efficace, y compris sur des grands nombres. Alors on a vu les 4 tests visibles, bah, ça fait qu'on peut tricher. Donc là, je pourrais très bien même écrire directement ça. Si je vois que l'enseignant il teste que les valeurs 0, 1 et 8, eh bien, même 0, 1, 2, 8, eh bien, je prévois juste ma fonction suivante avec plein de return juste pour Fabrice, et ça passe. D'accord? Donc, une façon de faire, ce serait de faire des cas tests aléatoires. Du coup, bah, il ne pourrait pas écrire un code qui réponde à tous les cas de tests aléatoires. Sauf que j'ai dit, les cas de test vont être reproductibles normalement. Donc, à la base, c'est un petit peu gênant les cas aléatoires. Alors, rien n'empêche de rajouter un quand même. Mais c'est un peu gênant. Donc, une solution pour faire ça, c'est d'avoir généré une version compilée. Alors, je rappelle, on peut compiler en Python en faisant python-m pycompile sur ici votre fichier de test. D'accord? Et après, ça vous génère un fichier qui s'appelle .cpython la version de python.pic dans le répertoire underscore pycache underscore du répertoire courant. Et vous le déplacez dans le répertoire principal sous la forme test fichier .pic. Si, de toute façon, on peut tout à fait même faire des affichages. Bon, il faut passer une option à PyTest pour que l'affichage soit généré, mais ça reste non reproductible. Ou alors derrière, il faudra stocker dans un fichier et puis derrière réexécuter lors de l'élection suivante les précédentes valeurs pour lesquelles ça marchait. On pourrait essayer de fonctionner comme ça. D'accord? Et donc, pour revenir à mes fichiers compilés, bah, ça, je vous avais parlé pour cacher du code. Mais le problème, c'est que PyTest, ça ne fonctionne pas avec des cas de test compilés. Alors, du coup, bah, je vous ai écrit un micro PyTest qui permet de travailler avec des fichiers compilés. Donc, c'est ma classe tester qui est là. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. C'est pour ça qu'on va pouvoir se faire les 24 transparents en 1 heure. D'accord? Mais ici, eh bien, cette classe-là, ici, elle va permettre de charger tous vos fichiers ici en test underscore qui sont dans votre répertoire courant pour les exécuter. Et donc, enfin, ça chargera aussi bien les fichiers non compilés que les fichiers compilés. D'accord? Donc, ce que je disais, sans argument, tiens, j'ai un E en trop argument.
ici. Donc, soit vous passez pas d'argument et ça vous prend tous les fichiers en test underscore étoile .pic ou .py du répertoire courant et ça exécute les tests de ces fichiers-là. Soit avec argument, ça prend des noms de modules, des fichiers en .py ou des fichiers en .pyc et ça exécute tous les tests. Ce qui veut dire, attendez, hop, le temps que je trouve ma souris sur le bas d'écran. You are now muted. You are now unmuted. Voilà, donc ce qui veut dire que du coup, là vous pouvez passer. You are now muted. Ici vous pouvez passer donc test Fibonacci.py ou test Fibonacci.pic et ça marchera aussi, d'accord? Ah pardon. You are now Et unmuted. j'avais coupé le son pour pouvoir tousser sans vous faire mal aux oreilles et j'ai oublié de le remettre après. Donc je disais, vous pouvez appeler le fichier donc sans argument ou avec argument et du coup vous mettez soit juste le nom du module, soit le nom du fichier en .py ou .pyc, ça marchera. You are now muted. Ensuite, vous pouvez aussi proposer une correction pour éviter les blocages. L'idée étant, votre étudiant il doit écrire 15 méthodes, dont certaines dépendent les unes des autres. Que faire si eh bien, votre étudiant bloque sur une question? You are now unmuted. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, oui, je suis désolé. Oui, donc j'avais coupé le son pour pouvoir tousser sans vous faire mal aux oreilles et manifestement j'ai oublié de le remettre et quand je l'ai remis, je l'ai mal remis. Donc, ou j'ai recoupé après. Donc voilà, si vos élèves sont bloqués par une fonction intermédiaire, c'est dommage que ça débloque pour faire toute la suite. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de leur donner une correction compilée, d'accord? Et je vous ai proposé une autre version de mon MicroPyTest qui va permettre de passer par des fonctions compilées, enfin des fonctions de correction quand l'étudiant ne sait pas faire pour une fonction. Alors, du coup, l'idée est la suivante. Donc, dans la correction ici, ah oui, alors là, c'était une version primaire que j'ai mis dans les transparents. Depuis, je voulais améliorer. Ici, donc, vous laissez tomber trace et appel. Tout ça, ce sera dans un fichier à importer. Je vous le montrerai après. Donc, vous écrivez votre correction en suffixant vos fonctions par un préfixe. Donc là, par exemple, core underscore. Donc là, les élèves, ils devaient écrire. Est-ce que j'ai mis ce qu'ils devaient écrire? Voilà, il devait écrire un truc qui fait A égale somme de 1,2, B égale somme de 3,4, C égale produit de A, B. Et donc, dans votre correction, vous proposez une correction pour la somme, une correction pour le produit et une correction pour le calcul. Alors, on verra d'ailleurs que c'est plus exactement cette forme-là utilisée. J'ai pas refait mes transparents après avoir refait mes fichiers. Du coup, je vais vous réexpliquer ça après sur les fichiers directement. Et l'étudiant, lui, dans son fichier, c'est toi, Alexis, qui a... Non, c'est Nicolas qui s'est trompé, qui a activé sa caméra. Donc, dans son fichier étudiant, quand il ne sait pas écrire une fonction, là, par exemple, il ne savait pas écrire la fonction somme, et bien, quand il en a besoin, il utilise une fonction appel ici du module aide, qui est importé ici. Donc, il fait aide.appel, le nom de la fonction, et là, une liste des paramètres. Alors, Nicolas, si tu n'as plus d'image, tu fais comme on a fait tout à l'heure, tu te déconnectes et tu reviens. A priori, ça devrait marcher. Les autres, vous avez toujours l'image? Bon, d'accord. Voilà, donc quand un élève ne sait pas utiliser une fonction, il fait ça. D'accord?
Et alors concrètement, bah tiens, je vais aller vous montrer ce que ça donne. Faut que je passe ici. Voilà. Donc ici, je vous ai mis ça là. Et, donc là, je vous ai mis tous les supports. Hein. À chaque partie, je vous ai mis les codes de thèse. Donc pour la partie ici, avec correction pour le blocage, vous avez ici le fichier head.py. Ah oui, alors ça va s'ouvrir dans une fenêtre que vous n'allez pas voir. Donc je vais vous la partager. Est-ce que je peux l'ouvrir? Ou à la rigueur, si. Donc head.py, donc head.py, ça vous devez le passer aux élèves. Et microtest.py, vous le passez aussi aux élèves. Color.py, donc ça, c'est quelque chose qui vous allez devoir inclure dans le fichier avec la correction. Je vous ai mis ici ce qu'il fallait en faire, d'accord? C'est initialisé avec le nom de l'élève, donc vous allez voir après dans correction, et éventuellement le nom du module de correction. Donc là, par exemple, si je vous montre correction.py, le mieux c'est que je vous le montre là. CD. Je suis où? Je suis ici. Ah, c'est autonomie. Correction, voilà. Voilà, donc dans le fichier correction, vous allez faire la chose suivante. Vous mettez un from calcul import étoile, from color import étoile. Donc calcul, ça c'est le nom du module de l'élève. Du coup, ici vous appelez la méthode initColor de color en lui passant juste calcul, d'accord? Si votre fichier de correction il s'appelle pas correction, vous pouvez lui passer en deuxième paramètre le nom de votre fichier de correction. À la rigueur, sinon là vous pouvez mettre, j'aurais pu mettre un virgule correction, mais ça c'est une valeur par défaut. C'est le nom du module contenant la correction. Et donc dans le module contenant la correction ici, chaque fois que, enfin je mets mes fonctions de correction, et chaque fois que je dois faire appel à une fonction, je passe ici par la fonction call, qui est une fonction du module color. Cette fonction-là, elle va avoir pour effet d'appeler la fonction du module de l'élève si l'élève a défini la fonction, et d'appeler la fonction de la correction si, donc ici celle-là, corsom, si l'élève n'a pas été capable de fournir la correction. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il y a dans... c'est comme ça que vous écrivez votre fichier de correction. Et l'élève, lui, calcul.py, il va faire un import de l'aide ici. Et puis quand il ne sait pas écrire une fonction, il fait aide.appel, le nom de la fonction et ses paramètres sous la forme d'une liste. D'accord? Et puis du coup, j'ai aussi modifié le module MicroPyTest ici pour que, eh bien, il appelle les fonctions d'élèves quand elles y sont, les fonctions de la correction quand il y a les fonctions de la correction, et surtout après, il sort un rapport sur, eh bien, le nombre de fonctions de la correction qui ont été utilisées. Alors, je reviens sur mes transparents. Les voici. Et je remets ça en plus gros. Voilà. Donc ça, bah, non, bah, après je parle d'autre chose. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si je l'exécute. Donc ici, vous voyez, dans ma correction de l'élève, ici, j'ai prévu différentes versions de calque. Ici, correspond à différents cas. On va faire le premier cas. Ici, donc je vais mettre calque égale calque 1. L'élève a été capable d'écrire produit. Il a été capable d'écrire calque, mais il n'a pas été capable d'écrire la fonction somme. C'est-à-dire que d'ailleurs, elle pourrait être mise en commentaire. Hein.
Aide.appel, oui, s'il a. Non, aide.appel, ça par contre, ça appellera. Si il a écrit sa fonction, il faut qu'il appelle sa fonction. Je vais quand même vérifier, mais ouais. D'accord? Donc ici, si j'ai écrit ça, et que là, je fais donc un PyTest, micro PyTest, pardon. Python 3. Micro PyTest, testscore.py. De toute façon, j'ai pas besoin de le mettre. Hein. Voilà. Il me dit, tous les tests ont réussi. Lise les fonctions de la correction utilisée, somme. D'accord? Donc on voit bien que là, ici, je sais que l'élève va utiliser ma fonction de correction. Alors c'est vrai que si la fonction somme avait été définie par l'élève, malgré tout, si l'élève fait aide.appel de somme, ça utilisera la fonction somme de la correction. D'accord? Donc si l'élève a finalement réussi à écrire la fonction somme, il faut que ici il désactive l'appel à appel. D'accord? Ouais, alors après la fonction call, ça se sera quand tu utilises une fonction de la correction qui utilise une fonction qui a éventuellement été définie par l'élève. Maintenant, on prend le cas de calque 2 ici. Donc, ma fonction calque, ce serait pas calque 2. Donc l'élève a bien été capable d'écrire calque. Il a pu écrire somme. Et cette fois-ci, c'est produit qu'il n'a pas utilisé. J'exécute mes tests, il me dit bien que produit n'a pas été utilisé. D'accord? Maintenant, si l'élève, ici, n'a pas été capable d'écrire appel, calque 3 ici, oui, tout à fait, c'est la liste des paramètres qu'il faut passer. Il faut bien parler au sens liste Python. D'accord? Alors, je vais revenir sur comment on empêche de lire le code de la correction. Alors, donc ici, maintenant j'utilise calque 3. Donc là, l'élève n'a pas été capable d'écrire aide.appel. D'accord? D'écrire calque, je veux dire. Donc il fait aide.appel de calque ici, dans sa fonction calque. Il dit que la fonction calque, bah, c'est la fonction calque de la correction, tout simplement. Là, c'est peut-être ce qu'il pourrait faire. Ce qu'on aurait pu faire, c'est pour la fonction somme, faire aide.appel de somme. Oui, d'ailleurs, je suis en train de me dire, ça aurait été plus simple d'écrire ça comme ça. On aurait pu très bien dire, là, l'élève, il fait, tant pis, il fait somme de 1,2. D'accord? Et là, ici, je fais return aide.appel de somme et la liste AB. D'accord? Et donc ici, je fais calque 1. Normalement, je devrais avoir exactement la même chose que tout à l'heure. Voilà, il me dit bien que j'ai utilisé la fonction de la correction. Mais ça veut dire que finalement, ces autres fonds, c'est peut-être plus simple de l'écrire comme ça. Quand il y a une fonction qui ne sait pas écrire, il fait aide.appel de la fonction et la liste des paramètres. Alors, je reviens maintenant au cas de calque 3 ici, où l'élève n'a pas été juste capable d'écrire appel. Quand j'utilise MicroPyTest ici, il va me dire que calque n'a pas été utilisé, n'a pas été écrit, ni somme, puisqu'ici, l'élève a aussi fait appel à somme. Mais produit, qui était nécessaire, d'accord? Eh bien, ça, c'est le rôle de ma fonction caller dans ma correction. Ici, vous voyez, donc, ici, j'ai ma fonction call, j'ai appelé call, plutôt que mettre directement corps somme et corps produit. Eh bien, ça veut dire que si la fonction est écrite par l'élève, ça appelle bien la fonction d'élève. Donc là, ici, calque a été utilisé, enfin, le calque de la correction a été utilisé, la somme de la correction utilisée, mais pas le produit de la correction, puisque l'élève avait bien défini produit. D'accord? Ce qui veut dire d'ailleurs aussi, c'est pareil, si l'élève n'avait même pas écrit somme, ici, j'aurais exactement la même chose. Il me dit que le calque et le somme de la correction ont été utilisés. D'accord?
Voilà, donc ça, c'est ce qui est, vous est proposé par les fichiers qui sont ici. Donc, MicroPyTest à utiliser pour les tests. Aide.py qui doit être inclus par l'élève dans son fichier. D'accord, en l'initialisant éventuellement avec le nom de module de la correction s'il ne s'appelle pas correction. Color.py qui est importé dans la correction. Calcul.py qui est le fichier de l'élève. Et correction.py qui est le fichier avec la correction. Et donc dans aide.py on utilise aide.appel pour les fonctions qu'on ne sait pas écrire. Et dans correction.py on n'oublie pas d'utiliser call pour appeler les fonctions au lieu d'appeler directement la fonction. Pour utiliser les fonctions de l'élève, si jamais elles existent, et ça permet aussi d'enregistrer justement les fonctions de la correction qui ont été utilisées. Alors maintenant, avant de parler de cacher le code, c'est juste qu'on peut utiliser les cas de test aussi pour évaluer. Alors ça, je vous ai pas écrit de choses toutes faites là-dessus. Donc à voir éventuellement sur ce qui est proposé avec les ressources qui ont été listées plus haut. S'il y a des choses qui permettent de le faire automatiquement. Mais sinon, en général, c'est vrai que quand on a un TP ou un projet, une partie d'un autre, c'est notamment sur les fonctionnalités implantées et leur correction. Et donc, ce qu'il faut faire éventuellement, c'est du coup, on peut très bien utiliser des cas de test pour utiliser directement un rapport de test comme façon de corriger. Alors, déjà, on peut donner aux élèves quelques cas de test simples pour qu'ils puissent, par exemple, tester la validité de leur format. C'est bête si, tout simplement, ils ont mis un espace de trou à la fin de chacune de leur chaîne de caractères, d'avoir tous les tests qui ratent à cause de ça. D'accord, donc, leur donner quelques cas de test pour qu'ils puissent vérifier qu'a priori, ça va passer globalement. Au moins, ce qu'ils fournissent, c'est bien le format attendu. On peut donc donner aux élèves une correction compilée aussi pour qu'ils ne restent pas bloqués. Alors, ça, on va voir après les petits problèmes que pose la compilation. Et on peut aussi imposer les noms et... Enfin, il faut aussi, pardon, imposer les noms et les profils des fonctions et méthodes. D'accord, au moins celles de haut niveau, celles sur lesquelles on va faire les tests. Sinon, on ne peut pas faire nos tests. Ah, juste, je vous ai pas mis ça en grand. Voilà. Après, donc pour chaque fonction à tester, on peut éventuellement définir des cas tests essentiels qui donneront la majorité des points, des cas tests secondaires auxquels vous pourrez éventuellement associer un nombre de points un peu plus faible et éventuellement mettre de côté les cas de test hors domaine pour les valeurs hors du domaine de définition et voir si vous les définissez ou pas, comment vous l'évaluez, etc. Et puis ensuite, pour chaque fonctionnalité qui était à implanter, vous pouvez définir un poids sur comment cette fonctionnalité intervient dans la note finale. Alors, je vous suggère, quel que soit la difficulté de la fonctionnalité finalement, de mettre de base à peu près le même coefficient à toutes les fonctionnalités. Pourquoi? Parce que mettre des poids plus forts aux fonctionnalités les plus difficiles, ce qui pourrait dire ça demandait plus de boulot, donc c'est normal qu'on mette plus de poids. Et le problème, c'est que du coup, vous allez très vite avoir les mauvais étudiants qui auront, enfin les étudiants en difficulté qui auront des notes très basses, parce que ils auront eu tous les points juste sur les questions les plus simples, donc sur très peu de coefficients, et les étudiants les plus forts qui auront des points sur les fonctionnalités à plus gros coefficients, donc du coup, qui auront des grosses notes. Donc vous allez avoir deux paquets de notes, des notes très proches de 0 et des notes très proches de 20, en quelque sorte, d'accord? Ah, alors le problème des erreurs syntaxiques. Gros problème, moi j'aurais tendance à dire une fonctionnalité. Alors pour une fonction, si syntaxiquement elle passe pas, c'est 0. D'accord? C'est le minimum qu'on doit attendre une fonction, il faut que ce soit syntaxiquement correct. D'où après l'intérêt éventuellement de pouvoir fournir une correction de certains bouts pour que les élèves ne restent pas bloqués sur un truc qu'ils n'auraient pas pu faire. Il vaut mieux qu'ils ne mettent pas de fonction syntaxiquement erronée et qu'ils utilisent des fonctions de la correction plutôt que pour le reste. Alors après, aussi, c'est pareil, ça va dépendre si on est sur un TP ou sur une épreuve machine. Mais là, tu parles d'épreuves pratiques. Sur les épreuves machines, c'est vrai que
Les erreurs de syntaxe, moi j'ai tendance à être assez strict. Sur le papier, je suis beaucoup plus souple. Alors ensuite, donc pour dissimuler le code, je vous dis, on peut compiler. Mais compiler, le problème de la compilation en Python, c'est qu'on compile dans un code intermédiaire, mais qui dépend du système, de la version de Python, etc. Donc, il n'est pas toujours échangé avec les élèves. Alors, si vos élèves travaillent que sur les machines du lycée, il n'y a pas de problème. D'accord? Le problème, c'est si l'élève travaille chez lui ou sur son portable avec un système différent, eh bien, peut-être que votre code compilé ne fonctionnera pas. Donc, pour cacher la correction, la solution, c'est de compiler le code et d'utiliser mon MicroPyTest, puisque lui, il fonctionne avec du code compilé. Mais que faire si eh bien, on ne peut pas donner du code compilé pour la raison que je viens de dire, hein, ça ne fonctionne pas sur la même machine, pas la même version de Python. Eh bien, une solution qui existe, c'est ce qu'on appelle en anglais obfuscation, qui en français se traduit par brouillage. Ça consiste à rendre un code source complètement incompréhensible à l'être humain, tout en restant compréhensible à l'interpréteur. D'accord? Et il y a des outils qui permettent de faire ça sur Python. Alors j'en ai testé deux. Alors concrètement, le problème c'est que ça donne du code qui ne marche pas avec tout. Mais là sur l'exemple de la correction, par exemple, ça marche. Alors du coup, obfusquer comme ça, oui, je tendance à le dire en français, brouiller. Les classes color, call head, color head, MicroPyTest, c'est pas évident, je crois que ça marche pas. Mais vous pouvez au moins brouiller votre correction. Alors pour ça, par exemple, l'outil PyObfuscate qui, avec pip s'installe en faisant un pip install Python Obfuscator. Et vous pouvez utiliser deux types de brouillage, la version 1 et la version 2. Donc ça vous renvoie directement sur la sortie standard la version brouillée. Si vous voulez mettre ça dans un fichier directement, vous faites un supérieur pour rediriger la sortie standard vers le fichier. Et après, vous allez voir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le code qui est obtenu, mais évidemment, ça devient totalement incompréhensible et vos élèves ne vont pas pouvoir utiliser ça pour écrire la correction, puisque si on regarde ici ce que donne la version 1 ici, ah oui, alors attendez, c'est pareil, il faut que je vous l'ouvre là. Où est-ce que j'ai mis? Bon, je sais plus où j'ai mis, c'est pas grave, je vais vous le régénérer là en direct. Donc on va faire PyObfuscate CD. Donc déjà je vous montre mon fichier test correction.py, vous voyez il est là. Non pardon, pas mon fichier correction.py. C'est ça. D'accord? Alors maintenant, je vous fais donc un PyTest, PyObfuscate. Pardon, il faut que j'aille sur la bonne fenêtre. Voilà, -i correction.py. PyMore pour que vous ayez le temps de voir à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ce truc-là, je vous garantis que c'est du Python qui marche. La preuve, hein, donc si je mets ça ici, supérieur ob.py, et je vais from ob, pardon, Python 3, from ob.py, import étoile. Pardon, from ob. Étoile, voilà. Là, je vais faire ob.corsum de 1,2. Pardon, corsum directement, excusez-moi.
Il me répond bien 3. Hein. Donc, vous voyez, dans ce fichier-là, j'ai bien la fonction CoreSum qui est définie. Après, vous avez, si vous voulez, l'option ici, donc one-liner égale true, qui permet de rendre le truc sous la forme d'une seule ligne, encore plus, moins compréhensible. Voilà. Mais ça marche aussi. Et a priori, non, derrière, justement, il n'y a pas de façon comme ça de débrouiller un code qui est débrouillé comme ça. Donc ça, c'est une façon de donner en tout cas le fichier de correction de manière brouillée. Alors après, vous laissez les fichiers head.py et micropytest.py en clair. Éventuellement, bon, le problème, c'est que voilà, si on les brouille, il y a des choses qui marchent pas bien. D'accord? Mais voilà, c'est une façon de donner votre code, votre correction que les élèves pourront utiliser pour ce qu'ils ne savent pas implanter et de manière qui reste non lisible. D'accord? Voilà, et ben écoutez, on s'est fait les 24 transparents en 3 fois rien. Donc du coup, il reste du temps pour des questions. Alors au passage, d'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez vous amuser parce que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert ça en vous préparant ça. Regardez dans les fichiers MicroPython, etc. Comment on peut parcourir les fichiers d'un répertoire, comment on peut importer dynamiquement un module, etc. Alors dans l'idéal, effectivement, j'aurais voulu faire ce dont, c'était qui, c'est Jean-Mathieu, je crois qu'il disait plus haut, qui doit exister, c'est-à-dire vous proposer un petit site web où du coup les élèves puissent directement déposer leur Python et vous avez les fichiers de correction et ça renvoie une note. Mais ça, j'ai pas eu le temps. Mais si l'un de vous veut le faire, ah bah vas-y Jean-Mathieu. Et du coup, tu pourrais même Jean-Mathieu prévoir pour un truc déjà, l'élève s'identifie avec un nom, un prénom. Et puis il y a 2 fichiers de test. Un dont les résultats sont publiés à l'élève bah, quand il veut. Il soumet son projet, il a son résultat. Et un autre, il n'y a que le prof qui peut lancer les tests. Et pour chaque élève, ça renvoie le résultat des tests en question avec les résultats par élève. Voilà pour cet après-midi. Il a le temps, Jean-Mathieu. Il est 11h50. D'ici 13h30, il a le temps de nous développer ça. Alors je vois Guillaume, tu parles de hacking science. Hacking science, c'est ce qu'un, tu peux pas en tant que prof déposer ton propre jeu de test et demander à l'élève de le faire. C'est juste par rapport au problème déjà spécifié dans la plateforme. C'est une question en fait, hein. Mais je pense. Ouais, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des cas prévus par la plateforme. Enfin, enfin, les problèmes et les cas de test sont prévus par la plateforme. Alors, à vérifier, mais il faudrait que j'essaye à l'occasion de voir ça sous Jupyter. Mais a priori, je pense que tout ça, oui, ça devrait pouvoir
fonctionner sous Jupyter, faut juste importer tout ce qui est là. Faut que j'essaye, faut que je creuse. Alors MicroPyTest compilé, oui. Après, si on compile avec PyCompile, on reste qu'on est avec quelque chose qui est dépendant de la plateforme d'exécution. D'accord? Tout ce qui est là, donc get.py, micropytest.py, caller.py, correction.py, ça peut être compilé. C'est l'obfuscation qui pose des problèmes avec mes fichiers. Je pense qu'effectivement, tout ce qui est dynamique, il aime pas trop. Ça, demander, José, il n'y a aucun problème, tu peux demander. Bon, est-ce qu'il y aura des questions? Sinon. Euh, une teuf pour le DIU en distanciel?